Vous êtes pas prêts. Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Despaul. Sylvain Despaul, Sylvain Despaul, le Sylvain Despaul. Le Sylvain Despaul. Le Sylvain Despaul, Le Sylvain Despaul. le Sylvain Despaul. Et nous revoilà pour la chronique du Sylvain Despaul. Après une absence qui fut, pour ma part, assez longue. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous? Car cela permet de se reposer le week-end et de profiter d'un temps déchargé de toute intervention de mes comparses préférés, mais à dose minimisée. Je l'ai toujours dit, mieux vaut que ce soit court mais intense. Excuse-moi, mais pour pouvoir réfléchir, il faut prendre son temps, se laisser porter. Ouais, que tout le monde s'endorme ensuite. Qu'est-ce que je vous disais ? Eh bien, figurez-vous que cette absence aux allures de vacances a éveillé en eux une chose que je ne pensais pas possible. Qui dit vacances dit enfance et, mon Dieu, je me suis retrouvé à garder 2 diables au lieu de profiter d'un repos agréable. Je ne te permets pas de dire que je suis un enfant. Vois ma pensée et mes raisonnements. Moi, je suis un enfant, tout rempli de pulsions, de passion. Les filles, où sont les filles? Bon, fin de la récréation. Le sujet de notre chronique est nos invités. Surtout une de nos invités. Ah non, par contre, on se contient. A donc fait résonance avec l'énergie de mes comparses compagnons époliers. En effet, l'œuvre d'Oliver Twist que portent nos invités, l'une sur le devant de la scène et l'autre derrière la scène, derrière la meilleure place. Essayez de l'ignorer. Généralement, ça marche. Cette pièce, donc, Mamasso, c'est pas grave. Hein, nous présente Je te défends, t'inquiète. le Je parcours peux me d'un défendre toute enfant seule, je suis grande. parmi l'enfer londonien. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que les épaules restent bloquées sur le corps. Ouais. Les Sylvains d'épaules restent sur les épaules. Entre survie, découverte, amitié, trahison, liberté et aliénation, le parcours initiatique d'Oliver nous est présenté. Notre chronique, quant à elle, se penchera sur une autre question, émergeant à la lueur des projecteurs. Nous pouvons remercier le régisseur. Oui, effectivement, merci. La place de l'enfant dans la philosophie. Comment cette pratique académique traite l'un des éléments fondamentaux de notre société, étant son avenir et son commencement. Nous verrons qu'à l'instar du brouillard londonien envers Oliver, la philosophie n'est pas tendre avec l'enfant. Et pourtant, c'est dans le noir le plus impénétrable que se révèlent les facultés les plus nobles. Exactement. Commençons de ce pas. Notre chronique se déroulera en 3 étapes qui, comme le développement du nourrisson jusqu'à l'adolescent, montreront le cheminement du traitement de l'enfant dans l'histoire de la philosophie. Nous les résumons en 3 mots. Le réceptacle, l'échappatoire, le sauveur. 3 visions, 3 dimensions dans lesquelles la philosophie place l'enfant, que nous pouvons encore poser différemment. L'éducation, l'émancipation et l'appropriation. On dirait un schéma de psychanalyse. Moi, ça me rappelle quand on m'a appris à séduire. Je m'en appropriais pas mal. Notre première étape s'inscrit dans le processus premier de la philosophie, l'éducation. Élever l'homme de l'animal qu'il est vers la perfection auquel il aspire. Et tout commence avec l'enfant. Pour la pensée antique, qui se verra ressuscitée et déifiée par la pensée humaniste de la Renaissance, il s'agit de conférer à l'enfant les meilleures conditions pour l'accession à la condition humaine, physiquement et mentalement. Ainsi, les différentes écoles, de l'Académie de Platon au lycée d'Aristote, prescrivent une éducation physique et philosophique. On peut en trouver un bel exemple dans La République de Platon, où, pour imaginer la cité idéale, il conçoit le meilleur système éducatif pour permettre aux philosophes rois de se manifester. On voit ici que l'enfant n'est pas considéré pour lui-même, mais comme un potentiel, une condition, un matériau. Je me fais la même réflexion dans les bibliothèques. Et moi, la même réflexion dans les discothèques. La pensée de la Renaissance ira plus loin, essayant de prime abord de continuer le système antique. Il est à noter que l'éducation humaniste se heurte à un autre type d'éducation, plus ambigu, l'éducation ecclésiastique. Entre une vie dédiée à Dieu et une vie dédiée à l'atteinte de la perfection humaine, l'enfant est étiré entre 2 horizons. Surtout qu'avec les prêtres, ils sont surtout tirés. Ah non, s'il vous plaît, non. Tous 2 le considérant comme un inachevé à achever.
Ce conflit éducatif se cristallise dans 2 œuvres, l'une assumée, l'autre ironique, Gargantua de Rabelais et Candide de Voltaire. La meilleure éducation devient le prétexte à la critique de la meilleure vie. Mais pour comprendre comment l'enfant est perçu dans cette période, penchons-nous sur le penseur Rousseau, qui, dans son œuvre L'Émile, ou de l'éducation, nous dépeint de A à Z la meilleure éducation, des premiers pas jusqu'à la vie adulte. Il conseille notamment, lorsque l'enfant fait une bêtise, de le laisser prendre conscience des conséquences de celle-ci afin qu'il résolve lui-même le problème créé. Ceci étant exemplifié par un enfant qui briserait la fenêtre de sa chambre avec un caillou, et faire mourir de froid un enfant pour le punir. Ce n'est pas étonnant. Malgré ses écrits, Rousseau a abandonné ses enfants. On amène un petit peu plus de joie. Loin du froid de la raison et de l'éducation, et on apprécie le sens de la transition. Il est temps de passer à la chaleur de l'émancipation. Et pour ce faire, un penseur occupera notre partie, il s'agit de Nietzsche. Afin de libérer l'homme des chaînes d'une morale qu'il s'est lui-même attachée, il cherche dans son œuvre à revenir à l'essentiel. La joie contre la souffrance, l'innocence contre la culpabilité, l'immédiat contre le réfléchi. Opposant le rêve, dimension vivante et vivace de l'imagination permettant à chaque individu de revenir à soi comme premier créateur, à la réalité, quadrillée par la science froide et figée. Et l'un des préceptes principaux permettant d'atteindre l'état de surhomme, l'homme ayant brisé ses chaînes, il s'agit de revenir à l'enfant. L'étonnement, la spontanéité et surtout la puissance. Un enfant, avant le collier de l'éducation, ne se bride pas et agit jusqu'au bout de ses capacités. Ses choix se font entièrement, sans être dictés par une morale. Cette importance de l'enfant se dévoile dans « Ainsi parlait Zarathustra ». Je cite ici Nietzsche. « Je vais vous dire 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Dans la première partie de Zarathustra, les métamorphoses de l'esprit. Le chameau accepte de se laisser peser par le fardeau de sa pensée et marche dans la vie. Mais au fond du désert, l'esprit devient lion et veut conquérir sa liberté. Mais finalement, cet animal dans l'esprit s'efface pour laisser place à l'enfant. Oubli et renouveau, immédiat de la découverte, débarrassé de tout impératif, si ce n'est celui de vivre. Je sens que je vais ressortir ça à ma prochaine drague. Le temps tourne. Oui, hâtons-nous pour la dernière partie, la plus courte mais la plus importante, l'appropriation. En ce moment, et depuis les années 80, l'enfant prend une nouvelle place, une nouvelle position, la sienne. La philosophie s'adapte et devient alors la philosophie pour enfants. Loin d'être de la vulgarisation, il s'agit de permettre à l'enfant de se saisir lui-même de son monde par sa propre pensée. Il n'y a plus de préceptes ingurgités, mais des outils à utiliser, des discussions guidées par des penseurs de l'enfance, permettant la culture d'un esprit critique et réflexif dès l'âge de 3 ans. Cela peut paraître tôt, et pourtant, dès cet âge, les questionnements les plus importants se font déjà entendre, et l'objectif de cette philosophie n'est plus de les écarter par la toute-puissance de l'adulte, mais plutôt de demander à l'adulte de se laisser interpeller par l'enfant, lui permettant de penser lui-même, de se penser lui-même, en cherchant des réponses à ses propres questions par sa propre réflexion. La raison se voit attribuer une valeur nouvelle pour la génération actuelle. La philosophie pour enfants se présente en différentes méthodes. Je vais vous en citer 2 car le temps tourne. La méthode de Matthew Lipman au Québec, où l'enfant est guidé en groupe par un animateur qui, tel Socrate, les amène à penser, et la méthode de Michel Tozzi, française celle-ci, qui se distingue de celle de Lippmann par l'autonomie beaucoup plus grande des enfants qui, via un cadre précis, pourront se guider entre eux dans la réflexion par l'intermédiaire de rôles définis sans que l'adulte ne possède de pouvoir d'influence. Il y en aurait encore d'autres. La philosophie pour enfants est un vaste sujet, un vaste vivier, mais nous devons conclure. Et pour conclure, quelques éléments de bibliographie pour celles et ceux désirant approfondir. Pantagruel et Gargantua de François Rabelais, Le Candide de Voltaire, L'Émile de Rousseau, que vous pouvez trouver en PDF, Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, ici avec la traduction de Henri Albert, trouvable dans les œuvres complètes de Nietzsche au tome 9, Matthew Lipman, à l'école de la pensée, qui existe en 2 éditions, la seconde étant éditée chez Pédagogie en développement de Buck Université en 2006, et enfin Michel Tozzi, 2 œuvres de Michel Tozzi, pensées par soi-même,
aux éditions Chroniques sociales, Lyon 2005, et Nouvelles pratiques philosophiques à l'école et dans la cité, répondre à la demande scolaire et sociale de philosophie, édité aux Chroniques sociales de Lyon, mais en 2012. Après ce saut dans le temps et l'enfance, nous vous disons à la prochaine dans la chronique du Sylvain d'Épaule. Au revoir. Au revoir. Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain d'Épaule. Le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule, Le Sylvain d'Épaule. le Sylvain d'Épaule, Le Sylvain d'Épaule. le Sylvain d'Épaule.